de l'Espagne, mais aussi du monde entier. Et on voit que c'est pas la folle ambiance, Marion Gaudin, alors que vous nous parlez place de Catalogne, où quelques drapeaux s'agitent, mais effectivement, il y a sans doute beaucoup de déception du côté de ces manifestants qui s'étaient réunis là. Jean-Marc Sanchez, vous évoquiez donc ce que la Catalogne a perdu, sous Franco notamment. Elle est illégitime aujourd'hui à vouloir à nouveau récupérer ses attributs? Ah, mais elle aurait pu les récupérer, puisque dans le fameux Estatut, la constitution catalane, dont la première en fait datait de la première République espagnole qui remonte au XIXe siècle. Il y en a eu un second pendant la Seconde République. On arrive à la troisième version. En 2006, comme vous l'avez justement rappelé tout à l'heure, elle est votée, elle est approuvée. Il y a 2 points qui posaient problème, la nation catalane et la langue espagnole. Mais le reste, c'était acquis. On va aller voir Madrid tout de suite, mais dites-nous vous votre avis de juriste. Madrid doit activer le fameux article 155, c'est-à-dire mettre sous tutelle la Catalogne contre une Madrid a cette option, elle en a une autre, c'est l'application de la loi de sécurité nationale. Ce sont les 2 options qui s'offrent au président du gouvernement, Mariano Rajoy. Oui. Il serait fondé à exercer... En droit, il est parfaitement fondé à pouvoir le faire. Voilà. En droit et j'allais dire politiquement, est-ce que ça serait Ça, c'est une autre question. Censé. Vous me posez la question de l'opportunité. Mais censé pourquoi et surtout censé pour qui? Il n'est pas le président du gouvernement d'une partie de l'Espagne. Il est le président du gouvernement de toute l'Espagne. Et justement, toute l'Espagne, c'est notamment Madrid, la capitale, où l'on retrouve Mélina Huet. Mélina, on vient d'entendre, bien sûr, Carles Puigdemont, qui à la fois déclare l'indépendance, mais demande de suspendre sa déclaration, en fait, cette proclamation, pour pouvoir négocier avec Madrid. Quelle va être la réaction du côté du gouvernement à Madrid? Alors, ce qui est attendu du côté des unionistes également à Madrid, c'est éventuellement de saisir la main qui est tendue en ce moment par Carles Puigdemont, en tout cas à l'instant, car pour le coup, il faut dire que Carles Puigdemont avait la possibilité effectivement de déclarer l'indépendance de façon unilatérale. Il ne l'a pas fait, il a tendu la main à Madrid, mais depuis le début, la ligne du gouvernement de Mariano Rajoy, c'est de dire que ce référendum n'a pas de fondement légal, qu'il n'existe pas, qu'il est anticonstitutionnel, et donc de toute façon, même s'il y avait eu déclaration d'indépendance ce soir, eh bien cela n'aurait absolument aucun effet. Maintenant, c'est vrai qu'il a le pouvoir d'utiliser cet article 155, mais vu la tiédeur, disons, du discours de Carles Puigdemont, il n'a probablement aucun intérêt à le faire, tant les récentes mesures judiciaires et policières, il faut le dire, qui se sont produites ces dernières semaines ont davantage servi les indépendantistes, ont renforcé les rangs des sécessionnistes, ont eu un impact, on l'a vu également dans cette guerre de l'image entre Madrid et Barcelone. Demain, Mariano Rajoy a prévu de s'exprimer devant la chambre basse du Parlement. C'est là, très certainement, qu'il donnera sa position et puis les mesures qu'il compte prendre dans les prochains jours. Pour bien comprendre la position de Madrid, Mélina Huet, on mise sur l'essoufflement de ce mouvement indépendantiste, le fait finalement qu'après cette déclaration au Parlement, il ne se passe rien. En fait, il y a plusieurs observateurs ici qui disent que Mariano Rajoy a tout intérêt à ne rien faire. C'est-à-dire que même si d'ici à quelques semaines, admettons quelques mois même, il y a une déclaration unilatérale d'indépendance, eh bien qu'il le laisse faire, qu'il laisse cette déclaration se produire, puisque ce référendum n'a aucune valeur légale et surtout parce qu'il n'y aura pas de reconnaissance à l'international, il n'y aura pas de reconnaissance au sein de l'Union européenne, même si Carles Puigdemont a tendu la main très régulièrement à l'Union européenne en disant voilà, nous voulons une médiation internationale, nous voulons que vous preniez position. Il y a certes des inquiétudes de plus en plus au sein de l'Union européenne pour la stabilité notamment de l'Union, mais pour le moment, les différents représentants des gouvernements européens soutiennent Mariano Rajoy qui est, disent-ils, dans l'état de droit, dans la légalité. Et puis, je rappelle que l'Union européenne n'a pas de raison d'avoir une certaine ingérence dans les affaires d'un État comme l'Espagne. Donc, ce que disent ces observateurs, c'est que Mariano Rajoy a tout intérêt à laisser cela se produire et puis que le mouvement mourra en quelque sorte de lui-même. Merci Mélina Huet à Madrid. Gauthier Rybinski, il a eu la main qui tremble, Carles Puigdemont. L'indépendantisme ce soir est dans une impasse. C'est ce qu'a démontré d'une certaine manière cette séquence. Oui, parce que il y a les pressions que l'on connaît. Il y a le caractère hétéroclite de sa coalition qui ne donne pas politiquement justement un sens précis à cette volonté d'indépendance. Et puis parce que aussi il y a ce déni de Madrid dont on vient de parler, qui peut être effectivement, j'allais dire presque une sorte de pourrissement vertueux, c'est-à-dire qu'on laisserait pourrir le mouvement indépendantiste et on en retirerait les fruits. Le problème, c'est que le déni dans lequel peut s'enfermer un Rajoy, c'est un déni d'abord de la réalité, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, le référendum est illégal, mais il a existé. Et c'est surtout que depuis des décennies,
peut-être pas énorme, mais depuis, disons au moins une dizaine d'années, il y a eu une sorte de cécité, et ça n'est pas pour défendre le catalanisme que je dis ça, mais une sorte de cécité à Madrid sur, justement un point important, sur toutes les falsifications et les mensonges de l'indépendantisme catalan. C'est-à-dire que s'il y a ce problème, c'est parce que aussi on a laissé les Catalans avancer un certain nombre de choses qui étaient fausses, comme par exemple la fiscalité. Le seul exemple de la fiscalité, les Catalans indépendantistes disent c'est la région qui paye. Ce n'est pas vrai. En Espagne, à revenu égal, un Andalou paiera autant son impôt sur le revenu qu'un Catalan. À revenu constant, je dis bien, un cadre par exemple. Donc il ne s'agit pas d'ethniciser ou de régionaliser le problème. S'il y a des problèmes fiscaux en Espagne, ils concernent aussi quelqu'un d'Extrémadure, d'Andalousie ou du Pays Basque. Donc vous voyez, le refus de considérer le caractère mensonger des affirmations finalement, des indépendantistes. de débattre sur le terrain politique mais et pas seulement, évidemment. juridique. Vous-même qui êtes avocat, Jean-Marc Sanchez, est-ce qu'il y a eu une erreur de Mariano Rajoy et du Parti populaire plus généralement de prendre à bras-le-corps d'une certaine manière ce défi politique posé par les indépendantistes catalans et d'y répondre argument contre argument, et à la place finalement de s'en tenir à l'illégalité de leur démarche? Alors une erreur, je ne sais pas, mais en tout cas, il est vrai que le débat n'est pas seulement un débat juridique. Il l'est bien évidemment, mais pas seulement. S'enfermer dans ce débat, ça n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que plus de la moitié des Espagnols aujourd'hui ont moins de 40 ans. Ils n'ont pas connu l'époque de Franco. Donc, ils imaginent une période, en fait, dont ils ne savent rien. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de chômage, surtout parmi les jeunes, et même si la Catalogne ils imaginent un âge d'or de la Catalogne. En tout cas, ils imaginent celui qu'on leur donne à rêver et ils y croient. Et là-dessus, les indépendantistes, et notamment Carles Puigdemont, est extrêmement habile. Pourquoi n'a-t-il pas déclaré l'indépendance ce soir? Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas la déclarer, ni politiquement, ni économiquement. Donc il a donné un calendrier. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Nous sommes aujourd'hui le 10 octobre et après-demain, c'est le jour de l'Hispanité, Dia de la Hispanidad, c'est le jour de la fête nationale en Espagne. Donc il sait très bien qu'il va rien se passer. Il se donne du temps. Et effectivement, je partage l'avis de votre correspondante à Madrid. Peut-être est-il urgent de ne rien faire. Il se donne du temps. En un mot, pourquoi? Pour de nouvelles élections au Parlement catalan qui le relégitimerait dans sa démarche? Le programme est parfaitement prévu et on a obtenu récemment par le directeur de cabinet d'Oriol Junqueras, qui est le numéro 2 de la coalition au gouvernement, une feuille de route très claire. Ils savent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens d'indépendance. Il faut gagner la guerre des images, ça c'est fait. Ensuite, il faut gagner la guerre des esprits. Et puis, il faut préparer ce qui sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, la future tentative, je dis bien tentative pour l'instant, d'indépendance de la Catalogne. Reste que pour l'instant, la société catalane est fracturée, l'Espagne l'est aussi, et les dégâts vont se faire sentir pendant longtemps. Josep Bou, qui est le président de la Confédération des entreprises catalanes, déclarait hier dans un journal de Barcelone, 2500 entreprises sont déjà parties ou vont partir. Oui. Et les 6 principales capitalisations boursières barcelonaises, enfin catalanes en tout cas, ont déjà quitté Barcelone. Elles ont déménagé leur siège social. On va en reparler bien sûr encore dans les prochains jours de cette situation catalogne. Merci beaucoup Jean-Marc Sanchez, merci Gauthier Rybinski. On va bien sûr poursuivre cette soirée, cette couverture de l'actualité en Catalogne avec vous Stéphanie Antoine.